Salutations amigos et girls de tous les coins, j'espère que vous allez bien. Eh oui, c'est la fin de l'été, c'est la fin, c'est le début, c'est la fin des vacances. Et voilà, nous revoilà pour une nouvelle émission. Donc c'était une émission qui parle de littérature, histoire, histoire écrite par Toutou Lire, le grand Toutou au coussini super balèze, ou des histoires écrites par des auteurs connus. Voilà. Donc cette émission se fait en trois parties. La première partie, c'est l'histoire proprement dite. On va revenir dans un instant sur cette histoire. La deuxième partie, c'est un prolongement de l'histoire. Donc, comme j'ai déjà souvent dit, si ça parle du piège tout-puissant, bah, on continue à parler du piège tout-puissant en deuxième partie. Et la troisième partie, vous n'êtes pas obligé de la suivre. On dit ce qu'on pense de cette société, notre parole, on la prend pas en évangile, même si je suis sûr qu'on dit plus de vérité que les politiciens en place. Mais bon, voilà. Donc, nous allons ouvrir notre parenthèse que j'ouvre à chaque émission. Donc, voilà, la parenthèse, c'est que il y a un personnage et on en a rien à faire des woks. C'est un personnage. Donc, ce personnage s'appelle la poule. Il est raciste, homophobe, idiot. Donc, voilà, si vous l'entendez, ne vous en faites pas, c'est qu'il n'est qu'un personnage. Voilà. Donc, je referme la parenthèse. Vous n'allez pas tarder à l'entendre, si bien elle commence à grogner dans tous les sens. Donc, c'est une émission donc sur sur les histoires. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, je suis accompagné dans cette émission par Takakuro. Donc, ça va Takakuro? Laisse pas parler la poule. Allez, voilà, c'est la poule qui arrive. Alors, premièrement, je suis pas un personnage. Deuxièmement, je vous emmerde. Et troisièmement, je suis pas raciste, bande de sale. Voilà. Et sinon, t'as pas trop froid, trop froid de porc, le Takakura, là? Ah là, ça y est, je suis dans mon igloo. Il commence à faire frais quand même, ça hein. y est, On est encore en été. C'est moins 15 degrés, il y a la neige qui tombe. Ah, c'est vrai qu'on vous dit pas qu'on appelle du Groenland, à côté chez le Père Noël, là, on est en train de piquer tous les cadeaux. Ah oui, bah là, ça y est, on s'est installé pour voler, tu m'étonnes. Ah, c'est intéressant, hein. Vous voyez tous les petits cadeaux, là. Allez tabasser quelques petits... Ah, ça, c'est les lutins, mais on va quand là, c'est la poule qui le fait, parce qu'elle est tellement raciste qu'elle aime pas aussi les nains. Ah, bah ça, tu m'étonnes, et t'as eu... Et c'est bien, maman. Là, sache ce qui Quelqu'un qui est a bien. ta taille, ouais. Sache ce qui est bien, c'est que ça passe sous la table sans se mettre à genoux. Ah, t'es habitué, toi, la poule, hein. Mais toi, t'es obligé de monter sur une chaise pour faire la taille d'un nain. Bon, allez. C'est l'histoire de La peau sur les os de Stephen King, qui est donc, nous sommes à la partie que j'ai déjà oubliée, partie 7. Donc, si vous avez raté toutes les 6 premières parties, bah alors allez-y, hein, parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre. Même si je trouve que dans ce livre, Stephen King s'étend beaucoup, mais bon, si vous regardez le film, ça va beaucoup plus vite, curieusement. Enfin, voilà. Donc, ça raconte quoi la peau sur les os? Alors, c'est un avocat qui écrabouille une gitane, Avec son gros bourrelet. et puis voilà, il y a malédiction, et puis comme il y a malédiction, bah tous ceux qu'ils ont été dans le coup pour l'écrabouillement de la gitane, et ben ils prennent, voilà, ils sont maudits. T'as des Et dés fumés aussi. voilà, j'en dis pas plus pour pas vous trop que vous écoutiez l'histoire ou que vous la lisiez un jour, pas trop vous en dire. Donc voilà. Donc accrochez-vous. Alors vous imaginez pas qu'on fait ça dans la plus grande sérieux de tous les temps. On fait ça avec humour, tout en respectant le texte. On fait ça avec pour rire. Des moments, on a des voix, on fait des voix dans des personnages. Donc voilà. À la fin, peut-être qu'on n'a plus assez de voix pour faire les personnages. Surtout que c'est pas moi qui fais le personnage principal. Donc du coup, Takakura a pas de chance. Donc voilà, c'est surtout Odile qui a pas de chance, qui doit tout le temps parler. Et puis quoi, la poule, elle parle, on essaie de pas trop la faire parler, hein, quoi, parce que bon, voilà. Sinon, si elle parle trop, après, elle nous embête. Allez, Ouais, c'est sûr, je vais vous mettre de l'ombre sinon. ouais, c'est sûr, on va aller, après, installez-vous tranquillement. Prenez un truc chaud, il commence à faire frais. Bien sûr, vous ébouillantez pas. Et puis, vous, les petites miss là-bas, là, je vous vois, mais détendez-vous, là. Vous avez des vêtements en trop, là, quand même. Faites place un peu plus de peau. Allez, La peau sur les os de Stephen King, partie 7. On est parti. Chapitre 13, 78 kilos. Pendant tout le reste de la semaine, l'envie de téléphoner à Ginelli le démangea continuellement. Il lui semblait que Ginelli détenait une clé. Quelle clé? Il n'en savait rien.
Mais en fin de compte, il se fit admettre comme prévu à la clinique Glassman. Eût-il été célibataire et seul dans la vie, comme Hopley, qui était apparu plusieurs fois dans ses rêves la nuit d'avant, il aurait sans doute annulé ses examens. Mais il fallait qu'il pense à Heidi, et plus encore à Linda, qui n'était impliquée ni de près ni de loin dans cette affaire, et dont il fallait préserver l'innocence. Alors, il était entré en clinique, dissimulant ses folles certitudes comme un drogué cache son vice. En somme, c'était un refuge qui en valait un autre, et ces 3 jours ne seraient pas entièrement perdus, puisque, entre-temps, Kirk Penchley et l'agent Sparton s'occuperaient de son affaire. Il espérait en tout cas. On l'ausculta, on le palpa, on lui fit avaler une infecte bouillie de barium à goût de craie. Berk, palper de la viande, c'est dégueu. Stocké dégueu. Il subit une succession de radios, une tomographie axiale, un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme et un bilan métabolique complet. On lui a mené des médecins en visite, qui l'examinaient comme un spécimen rare, fraîchement débarqué dans un zoo. C'est un animal comme la chose. Ouais, mais toi, t'es la merde qu'on ramasse dans une cage. Ah ben, Ouais, c'est ça. voilà, enfin. Un panda géant. Ou peut-être un dodo miraculeusement retrouvé, songeait Billy en se prélassant sur une chaise longue du solarium, un numéro de National Geography posé sur le ventre. Il avait des carrés de sparadrap sur le dos, des 2 mains. On lui avait planté des aiguilles partout. Je veux jouer aussi aux fléchettes. T'as qu'à te mettre devant la cible, la poule. D'accord. Le lendemain de son entrée en clinique, alors qu'il se soumettait à une nouvelle séance de palpation et de tripotage, il s'aperçut qu'il pouvait désormais se compter les codes tout en bas. Quand avait-il pu se compter les codes pour la dernière fois? Au lycée? Non, c'était la première fois de sa vie qu'elle essayait aussi assez pour cela. Ses os montaient à la surface et dessinaient des ombres sur sa peau. Il claironnait leur présence. Non seulement il avait perdu toute trace de ses poignées d'amour, mais ses os iliaques apparaissaient distinctement. Eh ben, je savais pas qu'on était aussi maigre. On faisait ce poids-là. Moi, je suis content de pas faire, je sais plus, 78 kilos là. Je vois même pas mes cotes. La poule, j'imagine à quoi tu ressembles, toi. Il en tâta un. Il était aussi dur et rond que la poignée de levier du vitesse de la première voiture qu'il avait acquise, une Pontiac 1957. Ça le fit rire. Puis il sentit la brûlure des larmes dans ses yeux. Ça tombe bien, je cherche une voiture. Tu peux pas te la payer, elle est trop chère pour toi. Ouais, trop cher pour toi. Désormais, toutes ces journées avaient cette physionomie-là. Ciel incertain, temps capricieux, risque d'averse. Le souvenir de Hopley le poursuivait. Il croyait encore l'entendre dire « Je le tuerai lentement ». Je vous épargne les détails. Pourquoi se demandait Billy, allongé, les yeux grands ouverts dans son lit d'hôpital bordé de plaques de protection en tôle. Vous ne m'avez rien épargné d'autre au cours des 72 heures qu'il passa à la clinique Glassman, Alec maigri de 3 kilos. Bah, ce n'est rien, se disait-il avec un humour morbide. Même pas le poids d'un sac de sucre. À ce train-là, je ne serais pas réduit à néant avant. Dis donc, pas avant octobre. On lui apporta des fleurs, de la part de Heidi, de ses collègues de bureau, de Linda. Il reçut un petit bouquet de violettes, accompagné d'un Bristol sur lequel elle avait inscrit, de son écriture large et saccadée, « Je t'en prie, papa,
Gary! Ah non, mince, c'est pas cette voix-là. Eh, Je t'aime, Méline. C'est un sac d'os, c'est pas des fleurs qui vont le nourrir. Ah, si, c'est une vache. Ouais. oh. Et toi, la fille, viens me voir. Moi aussi, j'ai faim. Billy Alec en pleurant. Le troisième jour, il alla conférer avec les 3 médecins qui s'occupaient de son corps. Il avait revêtu un jean et un t-shirt orné d'une inscription qui disait « L'an prochain à Fairview ». Et il se sentait infiniment moins vulnérable que dans ces satanés tabliers à lassage dorsal dont on l'avait affublé jusque-là. Il écouta les explications des médecins. Elles le firent aussitôt songer au récit de Lady Rossington, et il réprima un sourire sans joie. Il savait exactement de quoi il retournait. Et il n'était pas interloqué le moins du monde. Au contraire, ils étaient tellement excités qu'on aurait cru qu'ils allaient en pisser dans leur froc. Évidemment, ils préféraient réserver leur diagnostic. Mais quoiqu'ils ne fussent pas sûrs à 100% de la nature exacte de son mal, il n'y avait que 2 hypothèses possibles. 3 au plus. L'une était une forme de consomption extrêmement rare qu'on n'avait jamais rencontrée ailleurs qu'aux îles Mariannes. La deuxième, un dérèglement métabolique si peu commun qu'il n'avait pas encore été entièrement circoncis. C'est pas un juif, hein, donc je dis circoncis, pardon. Et la dernière, mais attention, là, ce n'était qu'une hypothèse de rechange, une variante neuropsychique de Y névrosa dont on soupçonnait l'existence depuis longtemps sans être vraiment parvenu à la démontrer. C'est un beau job, Toby. On tripote de la femelle, on invente des maladies, et on palpe du pognon. En fait, on palpe beaucoup, hein, entre de la gonzesse et du pognon, on palpe beaucoup en étant médecin. Et je fais pas le tort professionnel, là. Ah, venez, les hommes. Ouais, voilà, j'en étais sûr, la cool. N'importe quoi, toi. Billy déduisit de la lueur de concupiscence qu'il discernait dans le regard qu'il espérait du fond du cœur que cette dernière hypothèse allait être la bonne, car ainsi leur nom resterait dans les annales. J'aime les annales. Paul, on s'en fout. Mais en tout état de cause, Billy Alec était décidément un rare ami. Et ses médecins exultaient comme des gosses le matin de Noël. En conclusion, ils lui déclarèrent que s'il consentait à rester en clinique 1 semaine, ou 2, ou 3 tout au plus, il se faisait fort de régler ce problème. Et voilà, qu'une histoire de fric. J'en veux. Enfin, Foster. Il le guérirait complètement. Ouais, t'avais pas un clou dans le bec, toi? Pour commencer, ils envisageaient de lui administrer des vitamines à haute dose. Bah, alors, de lui injecter des protéines, bah, bien entendu, et de le soumettre à toute une série d'examens complètement, complémentaires, pardon. Vous m'en direz tant. Quand Billy leur annonça posément qu'il les remerciait de leur sollicitude, mais qu'il ne comptait pas prolonger son séjour, ce fut une bonne tollée. Tour à tour, ils l'admonostèrent, le morigénèrent, le sermonnèrent. Et Billy, qui ces jours derniers avait de plus en plus souvent le sentiment que sa raison chavirait, trouva tout à coup que ce trio de toubibs ressemblait d'une manière hallucinante aux 3 Stooges. Il s'attendait presque à ce qu'ils se mettent à s'assonner de grandes claques sur la figure et à se poursuivre à travers le bureau luxueusement meublé en vociférant avec l'accent de Brooklyn et en brisant tout sur leur passage, les pans de leurs blouses blanches flottant derrière eux. Pour ceux qui connaissent pas les Stooges, c'est 3 comiques dans le cinéma, donc allez voir les noms et vous verrez, justement ils arrêtent pas de se mettre des claques. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Bon, maintenant, il faut que je dois prendre une voix, et comme c'est pas un personnage important, bah, du coup, je sais pas quelle voix lui prendre. Donc, on va dire, venez, monsieur Alec, dit l'un des 3. Vous vous sentez sans doute un peu mieux. Après tout, en croire votre dossier, vous souffriez à l'origine d'un accès de poids considérable. Mais je dois vous avertir
que l'impression de vigueur que vous éprouvez est des plus trompeuses. Si votre amaigrissement se poursuit, vous ne tarderez pas à voir apparaître des ulcérations buccales, des affections cutanées. Si vous voulez voir des affections cutanées vraiment sévères, vous devriez rendre visite au chef de la police de Fairview. Songea Alec. Pardon, l'ex-chef de la police de Fairview. Et ému par une subite inspiration qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, il décida par lui qu'il allait se remettre à fumer. Bref, des troubles analogiques à ceux que peuvent occasionner le scorbut et le beriberi, poursuivit le médecin avec sévérité. Vous souffrirez aussi de déficience immunitaire et vous attraperez toutes les infections qui traînent, depuis la grippe à la bronchite jusqu'à la tuberculose. Oui, monsieur Alec, la tuberculose, enchérit-il avec emphase. Par contre, si vous consentiez à rester ici... Oh non, fit Billy. C'est tout à fait exclu. Comprenez-le bien. Sauf si vous avez quelques pots de mayonnaise. Mais je vais pas le dire. L'un des deux autres porta ses mains à ses tempes, comme s'il était subitement pris d'une violente migraine. C'était peut-être le cas d'ailleurs, car c'était lui qui avait émis cette hypothèse d'une forme psychique d'anorexie qui les enthousiasmait tant. Qu'est-ce que pourrait vous persuader, monsieur Alec? Rien. Saucisson. Fit Billy. L'image du vieux tzigane survit inopinément dans son esprit. Il sentit à nouveau ses doigts caressants qui effleuraient sa joue avec une étrange douceur, malgré leur callosité un peu râpeuse. Yo. Ah, mais attends, c'est pas le même rap. Oui, se dit-il. Je vais recommencer à fumer quelque chose de bien acre, de bien noir. La boule. Des camels. Je m'appelle pas Camel. Des palmelles. Je m'appelle pas Palmel. Des Chesterfield. Moi aussi je te chie dessus. Sérieux. Ce qui se fait de plus miphitique. Et pourquoi pas, quand ces fichus toubibs se mettent à ressembler à Larry, Curly et Moe, il est temps de faire quelque chose. Les médecins le prièrent de les excuser un instant, et ils sortirent tous ensemble. Billy attendit sereinement leur retour. Il savourait ce bref répit qui lui faisait l'effet d'un court entr'acte au milieu d'une pièce frénétique. L'idée de toutes les cigarettes qu'il allait bientôt fumer, peut-être même qu'il les fumerait deux par deux. Tiens, et les médecins revinrent. Leur attitude grave et exaltée était celle d'un homme qui font un sacrifice solennel. Ils avaient décidé de le garder gratis, annoncèrent-ils, et il n'aurait à débourser que les frais de laboratoire. Non, dit Billy d'une voix patiente. Vous ne comprenez pas. D'ailleurs, je suis pris en charge intégralement. Ai-je pas un clochard? C'est une mutuelle qui couvre tout. Je m'en vais tout bêtement. Je décanille. Je mets les pou. À la chance, je peux... Alors, attends, enfin, elle va se taire peut-être pour de bon. Ils le regardèrent avec des grands yeux. Ils commençaient à l'avoir mauvaise. Billy eut envie de leur dire qu'il nous faisait penser aux trois Stooges, mais il se ravisa. Ce n'aurait pas été très malin de sa part. Ça aurait fait des complications. Ces types-là n'ont pas l'habitude d'être nargués. Ils n'aiment pas que l'on refuse leur gris-gris. Ils auraient été fichus d'appeler Heidi pour lui suggérer de le faire examiner par un psychiatre, et Heidi les aurait peut-être écoutés. Et si nous prenions... non, mais c'est une faute docteur. J'ai déjà oublié la fois que je prenais. Moi, si nous prenions aussi les frais de labo en charge,
avançant l'un des trois d'un ton qui laissait deviner ce qui serait l'enchère ultime. Oh, je m'en vais, Dit Billy. Il avait dit cela très calmement, mais il vit qu'enfin il le croyait. Son calme même avait sans doute fini par les convaincre que ce n'était pas une affaire d'argent, qu'ils étaient authentiquement cinglés. Oh, mais pourquoi, mon cher Link? Oh, parce que vous me brisez les couilles. Ah non, parce que vous ne pouvez rien pour moi. C'est tout. Et tandis qu'il regardait leur visage incrédule et ahuri, Billy songea qu'il ne s'était jamais senti aussi seul de sa vie. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à un tabac et s'acheta un paquet de Chesterfield Kings. Au bout de la troisième bouffée, il fut pris de nausées et de vertige, et jeta le paquet par la fenêtre. « Oh, l'escapade a tourné court !» dit-il tout haut. « Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre collier de misère. Et ici mon pot de mayonnaise, et là ici mon saucisson. On trempe et... » Il pleurait et riait à la fois. Chapitre fémur, torse. 14. 70 kilos. Mou? Linda était partie. Eddie, qui avait les traits creusés par l'angoisse et autour des yeux des pas de doigts plus prononcés qu'à l'accoutumée, Billy observa par ailleurs qu'elle fumait comme une cheminée, allumant chaque vintage au mégot de la précédente. Lui apprit qu'elle avait envoyé leur fille chez sa tante Rhoda, dans le comté de Winchester. « J'ai fait cela pour 2 raisons, expliqua-t-elle. D'abord, il fallait bien qu'elle se repose un peu de toi, Billy. Enfin, de ce qui t'arrive, hein. Ça la déboussole complètement. Elle s'est mis en tête que tu avais un cancer. Et elle ne veut pas en démordre. Elle devra en toucher un mot à Carré Washington, maugréa Billy entre ses dents en passant dans la cuisine pour se faire du café. Il avait sacrément besoin d'en boire une tasse. Un café bien fort, sans sucre ni crème. On dirait qu'ils ont des atomes crochus. Quoi, Billy? Je t'entends plus. Ça me fait rien. Je mets la machine à café en route et je suis à toi. Elle n'endort plus, continua Eddie, alors qu'elle ressortit de la cuisine. Elle se tordait nerveusement la tête. Oh, les mains. Tordait de la tête. Et tu comprends, Billy? Dit-il. Il avait beau comprendre, ça lui faisait l'effet d'un coup de poignard. Eddie, ne voyait donc pas combien sa fille comptait pour lui? Combien sa présence le réconfortait? Évidemment qu'elle fût un réconfort pour lui, ne l'autorisait pas à lui saper le moral, et encore moins à compromettre son équilibre mental. De l'émental. Oui, sur son équilibre Dans un mental. bon et mental dans un sandwich avec plein de viande, là, pas de bourse. Ouais. C'est vrai, ça. Pardon. Sur ce point, Eddie avait raison. Il fallait bien qu'il se sacrifie au bien-être de Linda. Tout à coup, une crise de haine brûlante lui inonda le cœur. Ainsi, mamie chérie avait emmené Fifi chez sa tantine dès que Billy avait téléphoné pour annoncer son retour. Et pourquoi? Pourquoi donc? Parce que son épouvantail de père allait rentrer, tiens. Sauve-toi vite, mon trésor. Voilà la momie qui revient. Pourquoi, Eddie? Pourquoi a-t-il fallu que tu choisisses ce jour-là? Billy? Tu te sens bien? Tu m'étonnes, là, c'est la bouffe, là, il en manque. Interrogea Eddie d'une voix étrangement hésitante.
Un pauvre conne. Enfin quoi, bon Dieu? Tu es marié à un homme qui rétrécit. Et tout ce que tu trouves à demander, c'est si je me sens bien. Ah, aussi bien que je peux aller. Et pourquoi? Pendant un moment, tu as eu une drôle d'expression. Oui, vraiment. Et pourquoi ce jour-là, Eddie? Pourquoi tu choisis ce jour-là pour me mettre la main dans la culotte? Toi qui as toujours été si prude. Toi qui ne supportais jamais qu'on fasse l'amour à la lumière allumée. Oh, c'était beau quand même. Oh, tu sais, je me sens bizarre presque tout le temps ces jours-ci. Expliqua-t-il, tout en songeant. Arrête ça, Billy. À quoi bon? Ce qui est fait. Mais c'était dur de s'arrêter. Comment l'aurait-il pu? Alors qu'elle était là, devant lui, fumant, cigarette sur cigarette, mais à part cela, florissante santé, et... allez, arrête ça, force-toi, arrête. Heidi, c'est ça de le fixer et l'écraser son mégot dans une poule dans un cendrier en cristal. La seconde raison, c'est que... Alors, le cendrier, elle le jette. Tu me caches quelque chose, Billy. Quelque chose qui est en rapport avec tout ça. Quelquefois, tu parles dans ton sommeil. Tu disparais pendant des soirées entières. À présent, je veux savoir. J'ai le droit de savoir. Elle s'était mise à pleurer. Tu veux savoir? Demanda Alec. Tu veux vraiment savoir? Il sentit qu'une étrange sourire sans joie se formait sur ses lèvres. Oui, oh oui. Sanglota Heidi. Et Billy lui raconta tout. Houston l'appela le lendemain, et après un long préambule plein de circonvolutions, il entra dans le vif du sujet. Heidi était à côté de lui. Il venait d'avoir une longue conversation. Vous lui avez offert une petite ligne, faillit demander Billy, mais il se dit que ça ne serait peut-être pas avisé. Et leur longue conversation avait abouti à une conclusion très simple. Il pensait que Billy avait une araignée dans le plafond. Ce vieux Zigan ne l'ai pas inventé, Mike, dit Billy. Il nous a touchés. On a joué à touche-kiki tous ensemble. Mince, c'est pas ça que je devais dire. Il nous a touchés tous les trois. Rosington, Ripley et moi. Bon, je veux bien qu'un type de votre genre ait des préventions contre le surnaturel. Par contre, vous croyez sincèrement au raisonnement logique, donc vous devriez parvenir aux déductions qui s'imposent. Nous avons tous été touchés par lui, et nous souffrons tous de troubles organiques inexplicables. Alors, avant de décider que je perds la tête, vous pourriez tout de même envisager la possibilité qu'il existe un lien entre nous trois cas. Il n'y a aucun lien, Billy. C'est chiant à te boire, hein. Mais je viens de... J'en ai parlé à Leda Rossington. Elle m'a appris que Kerry était à la clinique Mayo, où on le traite pour un cancer de la peau. D'après elle, le cancer est passablement avancé, mais les médecins ont bon espoir qu'il se rétablira. En outre, elle m'a certifié que ne vous avez pas vu depuis le réveillon de Noël chez les Gordon, menteuse. Elle C'est ce que je viens de dire. Houston se tut. Dans le silence, Billy perçut en fond sonore quelque chose qui ressemblait à des sanglots. Était-ce Heidi qui pleurait? Sa main se crispa sur le combiné. Tellement fort que ses jointures en devinrent blanches. Non, c'est pleurer. La stiffette est au bout de la ligne. J'en veux. Voilà, t'as eu ça. Vous lui avez parlé en personne ou au téléphone? Au téléphone, mais je ne vois pas la différence. Si vous l'aviez vue, vous auriez compris tout de suite. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a l'air complètement sonnée. Vous savez, une femme qui vient d'apprendre que son mari a atteint un cancer de la peau, qui a un stade avancé. Et Carrie,
Hein, vous lui avez parlé? Oh, et en soins intensifs, dans ces cas, les patients ne sont pas autorisés à répondre au téléphone que lorsqu'il s'agit d'une urgence extraordinaire. Oh, je suis tombé à 77 kilos, dit Billy. Soit une perte nette de 37 kilos. Hein, ce n'est pas une urgence, ça? Il y eut un nouveau silence à l'autre bout de la ligne, et Billy perçut à nouveau ce bruit de sanglots étouffés. Ah, vous lui parlerez, Mike. Vous essayerez. À condition que ses médecins l'autorisent à prendre la communication et qu'il accepte de nous parler. Mais pour en revenir à votre fantasme, Ce n'est pas un fantôme. Bordel de merde. Non, ne crie pas, ne crie pas, ne fais pas ça. Billy, ferma les yeux. bon, Fit Houston d'une voix conciliante. votre idée alors, ça vous va mieux? Ce que je voulais dire, c'est que cette idée ne vous aidera pas à guérir. En fait, il se peut même que ce soit précisément la source de cette anorexie neuropsychique dont le docteur Yount pense que vous souffrez. Vous ne... Oh, play! Coupa Billy. Il sut à grosses gouttes. Il se tamponna le front avec son mouchoir. Le manche de play le passa fugitivement dans la tête. Oh, Ce visage qui n'avait plus rien d'humain, ce visage qui n'avait plus qu'une carte de l'enfer en relief. Éruption monstrueuse, exudat sinueux, et ce bruit, l'abominable raclement de ses ongles sur sa joue. Donc, silence à l'autre bout de la ligne. Parlez-en à Duncan O'Play. Il vous confirmera que... oh, c'est impossible, Billy. Duncan Mopley s'est suicidé il y a 2 jours. Pendant que vous étiez à la clinique Cosman. Il s'est tiré une balle dans le cœur avec son arme réglementaire. Alec contracta ses paupières avec force. Il avait l'impression que le sol s'effaçait sous lui. Il éprouvait un vertige semblable à celui qu'il avait saisi lorsqu'il avait essayé de fumer. Il se passa la joue avec violence pour s'empêcher de tourner de l'œil. Ouais, mais là, c'est pas ta joue que tu passes, c'est celle de la poule. Il ne sortira rien. Dans ce cas, c'est au courant. Ah non, c'est pas un électricien, c'est un docteur. Articula-t-il les yeux toujours fermés. Quelqu'un l'a vu, forcément. Ah, c'est Grand Lower qui a constaté le décès, dit Wooston. Je viens juste de l'appeler. Grand Lower, dans sa confusion et sa terreur, Billy ne saisit pas tout de suite. Il crut que Wooston voulait parler d'un grand jury et que sa langue avait bizarrement fourché. Et puis le déclic se produisit. Grand Lower était le coroner du comté, qui, soit dit en passant, avait été appelé bien des fois à déposer devant les grands jurys. Cette pensée n'avait rien de drôle, mais Billy fut pris d'un fou rire irrépressible. Il recouvrit le téléphone de sa main. Il ne fallait pas que Wooston l'entende glousser comme cela. S'il l'avait entendu, ses derniers doutes se seraient envolés, seraient achevés de le convaincre que Billy battait bel et bien de la breloque. Mais ça vous arrangerait bien, hein, que je sois fou. Hein, Mike? Comme ça, si je vendais la mèche, au sujet de la petite fiole, avec une cuillère au bout, hein, qui est-ce qui croirait? Du coup, son fou rire s'apaisa. Vous l'avez demandé? Des précisions sur le décès? Vous pensez bien que non, que oui, après l'histoire d'horreur que votre femme m'avait rapportée. À cet endroit, sa voix prit une inflexion pompeuse. Vous avez encore de la chance que j'ai noyé le poisson. Quand il m'a demandé pourquoi je lui posais toutes ces questions. Que vous a-t-il dit? D'après lui, la figure de Hopley était dans un triste état, mais c'était sans commune mesure avec le tableau d'épouvante que vous avez dressé à Reggie.
La description de Grant me donne tout lieu de penser que June était victime d'un excès particulièrement viruleux de cette acné pour laquelle je l'ai traité périodiquement depuis qu'il était venu me consulter pour la première fois en 1974. Ces crises déprimaient toujours beaucoup, ce qui n'a rien de surprenant. L'acné a beau être une infection bénigne, elle peut provoquer de terribles ravages psychologiques. Hum. Vous pensez qu'il a mis fin à ses jours parce qu'il ne supportait plus de se regarder dans la glace, Ah, la c'est poule, ça? pourtant la poule, c'est pas flingué. Ah, moi je suis pas gosse. Grosso modo, oui, Bref, si je vous suis dit bien, Billy. vous pensez qu'il s'agissait d'une attaque d'acné, comme somme toute banale, mais néanmoins assez insupportable pour que Oakley se fasse sauter la caisse à cause d'elle. Voilà un curieux diagnostic, Mike. Oh, j'ai jamais dit que l'acné était seule en cause, protesta Houston avec agacement. Ce qu'il y a de pire avec les problèmes, c'est qu'ils n'arrivent jamais seuls. Ils vous tombent dessus par paire, par trio ou par wagon entier. Quand on examine les taux de suicide par profession, ce sont les psychiatres qui l'emportent haut la main. Les policiers les suivent assez près, pas encore assez près à mon goût. Mais vraiment, c'est vraisemblablement la conjugaison de plusieurs facteurs qui a poussé Oakley à en finir. Il se peut très bien que cette attaque d'acné était la goutte d'eau qui faisait déborder la bouteille de vase. Hmm, on voit que vous ne l'avez pas vu. Dit Billy lugubre. Ce n'était pas une goutte d'eau. C'était les chutes du Niagara. Comme il n'a laissé aucune explication, j'imagine que nous ne saurons jamais la fin de l'histoire. Bon Dieu. Fit Billy en passant une main dans les cheveux. Oh bon Dieu, bon Dieu. Tu me vénères? Pas nous. Si. D'ailleurs, les motifs du suicide de Duncan Oakley sont tout à fait accessoires. Vous ne trouvez pas? Tu peux pas boire au moment où il y a un énorme texte que je suis en train de lire? En même temps. Non, Dit Billy. pas du tout. Voilà, là, tu pourrais boire, j'ai quelques lignes. À mon sens, le point capital ici, c'est que votre mauvaise conscience vous a joué un sale tour. Billy, vous êtes englué dans la culpabilité. C'est ce qui explique cette idée de maléfice, ce zigzag qui vous obnubile complètement. Et quand vous êtes allé chez Duncan Oakley l'autre soir, vous avez simplement été victime d'une hallucination. La voix de Wooston prit un accent de mansuétude toute paternelle. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas été boire un petit coup chez Andy's avant de passer voir Oakley? Juste de quoi vous donner un peu de cœur au ventre, hein, Billy? Ah non. C'est vrai? Vous êtes sûr? Eddie m'a bien dit pourtant que vous passiez souvent chez Andy ces temps-ci. Ah, si j'y passais aussi souvent que ça, vous ne croyez pas que votre femme m'y aurait vu? Ouais, c'est ça. Il fait copier-coller. Et j'en ai même pas un goulot. Il y eut un silence pesant à l'autre bout de la ligne. Alors vous visez au-dessus de la ceinture. Dit enfin Winston d'une voix blanche. Mais c'est tout à fait le genre de réflexion auquel on peut s'attendre de la part d'un homme qui est sous le coup d'un traumatisme psychique grave. Un traumatisme psychique grave. Anorexie neuropsychique. Vous avez une étiquette pour tout. Vous autres toubibs. Ah, si seulement vous l'aviez vu. Si seulement. Billy s'interrompit. Il revoyait le visage dévasté de Oakley. Ses joues couvertes d'éruptions flamboyantes. Les pustules sointantes. Je suis Oh, content de jamais avoir eu d'acné, moi. Hein. le nez presque enseveli sous ces coulées de chair chaotiques. Hmm.
Mais vous ne voyez donc pas que c'est votre inconscient qui vous pousse à traquer partout une explication logique de votre état? Et comme vous êtes bourrelé de remords, ah tiens, il est bourrelé de remords, plus bourrelé de corps, vous... Oh, le maléfice a pris fin quand il s'est tué, s'écria soudain Billy. C'est pour ça qu'il y avait un meilleur aspect. Hein? Rappelez-vous des films de loup-garou de notre jeunesse. Mike, à la fin, quand le loup-garou est tué, il reprend son apparence d'homme. La confusion qu'il avait éprouvée en apprenant que Oakley s'était tué et que son cadavre présentait les symptômes d'une acné, somme toute banale, se dissipait rapidement. Son esprit explorait fébrilement cette nouvelle hypothèse, supputer les probabilités. Que devient un maléfice quand sa victime passe l'arme à gauche? Où va-t-il? C'est comme l'âme d'un mourant, tiens. Il exhale avec son dernier souffle, et elle s'envole. Elle se dilue dans l'air. Elle s'évanouit en fumée. Donc, il y aurait peut-être moyen de l'expulser. Rosington, c'est là qu'était le nœud de la situation à présent. Rosington qui s'accrochait désespérément à l'idée qu'il avait un cancer pour se masquer une réalité 1000 fois plus horrible. À sa mort, est-ce qu'il retrouverait son... Tout à coup, il s'aperçut que Houston s'était tu. Il n'entendait plus que ce bruit confus, déplaisant et familier de sanglots étouffés. C'est dit qu'il pleurait. Ah, pourquoi pleure-t-elle? Gronda-t-il d'une voix rageuse. Billy! Passe-la-moi! Billy, si vous en... J'ai envie d'éternuer, pardon. Vas-y, laisse-toi aller. C'est dur de parler et de lire quand on a envie d'éternuer. L'assurance d'éternuement. Je laisse passer Tiens, l'éternuement. je mets la poule devant toi. Vas-y, ça te dégage de puanteur. Je la mets dans ton nez, vas-y. Bah, ça va être de la façon éternuer. Si vous entendez un air, tout le monde d'un coup, désolé. Billy, si vous entendiez sur quel ton vous... Ah, passez-la-moi, bon Dieu, nom de Dieu de crotte de poule. Pas question, pas tant que vous ne seriez pas calmé. Sale petit camé merdeux. J'avais vu. Ça suffit, Billy. La voix de Houston était si tonitruante que Billy éloigna l'écouteur de son oreille. Oui, maître. Lorsqu'il l'a remis en place, les sanglots avaient cessé. Écoutez-moi à présent, dit Houston. Les loups-garous, ça n'existe pas. Les jeteurs de sorts Xigan non plus. Rien qu'à vous dire ça, je me sens idiot. Hein, tout le problème est là, justement. Dit Billy d'une voix radoucie. Vous ne voyez donc pas que c'est grâce à ça que ces gens-là ont pu se livrer impunément à ce genre de méfaits pendant 2000 ans. Non, Billy, si vous êtes victime d'un maléfice, c'est votre inconscient qui l'a élaboré. Les vieux Xigan ne jettent pas de sort. Les vieux Xigan, c'est l'apparence que votre inconscient a revêtue pour vous punir. Et pour punir Oakley et Rosington, hein, par la même occasion, c'est vous qui êtes aveugle, Mike. C'est pourtant gros, comme une maison. Il ne s'agit pas que d'une simple coïncidence. Pardon, il ne s'agit que d'une simple coïncidence. À quoi bon faire tous ces tours et ces tours, Billy? Retournez à la clinique. Laissez-les vous soigner, cessez d'affoler votre femme. L'espace d'un instant, Billy fut tenté de jeter l'éponge et de se rendre aux raisons de Oakley, dont la voix pleine de logique et de bon sens avait quelque chose de réconfortant en dépit de la pointe d'exaspération qui le perçait. Et puis, il revit Oakley qui braquait le faisceau de la lampe de bureau sur son visage. Il entendit à nouveau sa voix qui disait « Oh, je le tuerai très lentement, je vous épargne les détails. » « Non, dit-il. Non, non, ils ne peuvent pas me soigner, Mike. » Houston poussa un profond soupir. « Qui pourra, votre vieux Xigan ?» Oh, peut-être, dit Alec. À condition que j'arrive à lui mettre la main dessus, j'ai un ami qui pourra peut-être m'aider. C'est un homme qui a les pieds sur terre,
comme vous. Ginelli, le nom avait brusquement surgi dans sa tête pendant qu'il parlait. Mais il faut avant tout que je m'aide moi-même. Continua-t-il. C'est ce que je me suis à vous dire. Avant, il me semblait que vous m'exhortiez simplement de retourner à la clinique. Houston poussa un autre soupir. Votre cerveau perd du poids aussi, on dirait. Et vous pensez à ce que votre femme et votre fils sont en train de subir à cause de vous? Hein? Cette chienne. Vous en êtes-vous préoccupé à moi du monde? T'inquiète, je m'en occupe. Billy fut à deux doigts de laisser échapper la vérité. Non, Eddie, vous a-t-elle dit ce qu'elle était en train de me faire quand l'accident s'est produit? Hein? Mon petit Mike, a-t-elle apporté devant vous ce sujet délicat? Non, ma foi. Vous feriez peut-être mieux de lui poser la question. Hum, hum, Bi? Oh, je discuterai de ça avec Eddie, dit-il d'une voix posée. Vous ne voyez donc pas que... Je crois que sur un point au moins, vous étiez dans le vrai, Mike. ravi de l'apprendre, lequel? Et j'ai assez fait de tours et de détours, répondit Billy avant de raccrocher. La discussion avec Eddie n'eut pas lieu. Billy essaya de l'engager à plusieurs reprises, mais Eddie se bornait à secouer négativement la tête. Pâle, le visage fermé, elle se cantonnait dans un mutisme accusateur. C'est normal, hein. Elle avait la bouche pleine. Elle n'était pas pleine de toi. Ce n'est que 3 jours après la conversation téléphonique avec Houston qu'elle se décida à enfin réagir. C'était à la fin du déjeuner. Billy venait d'engloutir, comme d'habitude, un repas pantagruélique. 3 hamburgers avec les buns copieusement assaisonnés, 4 épis de maïs beurrés, une énorme portion de frites et 2 grosses parts de tourte aux pêches arrosées de sauce à la vanille. Son appétit le tenaillait toujours aussi peu, mais il avait fait une découverte inquiétante. Lorsqu'il s'abstenait de manger, sa perte de poids s'accélérait. À la suite de la discussion de l'algarade plus tôt avec Houston, Eddie était rentré à la maison, pâle et muette, le visage encore bouffi de larmes qu'elle avait versées dans le cabinet du médecin. Mais Billy était lui-même tourneboulé au point qu'il n'avait rien pu avaler de la journée. Il paiera pas assez de poids comme ça. Et le lendemain matin, en se pesant, il avait constaté avec effarement qu'il avait perdu 3 kilos en 24 heures. Il n'avait pas sauté un seul repas depuis. Il fait un geste en direction de son assiette qui ne contenait plus que les trognons de maïs, quelques bribes de laitue, il faut la laisser la laitue parce que bon, ça fait maigrir, et des traces de sauce. Tu trouves que j'ai l'air d'un anorexique? Fit-il. Hein, Eddie? Non, Admit-elle d'un air réticent. non, mais... ça fait un mois entier que je me goinfre comme ça. Dit Alec. Et durant ce même mois, j'ai perdu 25 kilos. Tu veux m'expliquer comment mon conscient, comment mon inconscience se débrouille pour faire un tour de passe-passe pareil, pour me faire perdre près d'1 kilo par jour, alors que j'absorbe quotidiennement dans les 6000 calories? Je n'en sais rien, mais Mike, il dit que tu... tu n'en sais rien, et moi non plus. Coupa Billy en jetant brutalement sa serviette et pas la bouffe par papier dans son assiette. Son estomac surchargé gargouillait bruyamment. Et Michael Houston n'en sait pas plus que nous. Et si c'est un maléfice, pourquoi est-ce qu'il ne m'arrive rien à moi? Glapit soudain et dit d'une voix stridente. Des flammes furieuses dansaient dans ses prunelles, mais un rideau de larmes les voila presque aussitôt. Pris au dépourvu par cette explosion de rage qui le mortifiait et le terrifiait à la fois, Alec perdit son sang-froid. Parce qu'il n'était pas au courant, voilà, Hurla-t-il. c'est la seule raison, il n'était pas au courant.
Heidi repoussa sa chaise avec tant de violence qu'elle faillit tomber, et elle s'enfuit en sanglotant. Elle se comprimait les tempes d'une main, comme si une affreuse migraine l'avait subitement saisie. Oh, Heidi. Vociféra Alec en se redressant, si brusquement que sa chaise se renversa. Reviens là, tu veux? Mais le martèlement des talons sur les marches de l'escalier ne se ralentit pas. Oh, esclave. Billy, eh ben, du coup, c'est la poule qui vient. Oui, Donc, maître. voilà. Billy entendit une porte claquer, mais ce n'était pas celle de leur chambre. Le son venait de l'extrémité du corridor. Eddie s'était réfugié chez Linda, ou dans la chambre d'amis. Hé, les filles, attendez-moi. Je vais vous consoler. Alec penchait plutôt pour la chambre d'amis. Il se trompait pas. Eddie ne dormait pas une seule fois avec lui durant la semaine qui précéda son départ. Lorsque Billy Alec essaya de se remémorer par la suite cette dernière semaine à Fairview, il constata que sa mémoire n'avait conservé que des brides vaguement cauchemardesques. Un ciel plombé pesait sur le littoral du Connecticut. Et il faisait une chaleur moite et étouffante. On aurait dit que la canicule s'était trompée de saison. Même le quartier de Lantern Drive, d'ordinaire si frais et pimpant, en paraissait comme étiolé. Alec transpirait comme une botte de beurre, et tout en transpirant, il continuait à engloutir des morceaux de Boostify, ce qui n'empêchait pas son poids de diminuer lentement, mais sûrement, comme une plaquette de beurre qui fond dans une poêle. À la fin de la semaine, le jour où il loua une voiture chez Avi et emprunta l'Interstate 95 en direction du New Hampshire et du Maine, il avait perdu 5 kilos de plus et son poids était tombé à 71 kilos. Durant cette semaine, les médecins de la clinique Glassman téléphonèrent à bien des reprises. Michael Houston aussi. Eddie regardait Billy de ses yeux bordés de cernes livides, fumait et ne disait rien. Lorsqu'il évoqua la possibilité d'appeler Linda, elle se borna à dire d'une voix rauque et cassée: Ah, j'aimerais mieux pas. Vendredi, soit la veille de son départ, Houston téléphona à nouveau. Ah, Michael, dit Billy en fermant les yeux. Je refuse déjà de venir au téléphone quand vos confrères de la clinique m'appellent. Si vous n'arrêtez pas de m'emmerder, je vais faire pareil avec vous. Ce n'est pas le moment. Dit Houston. Excusez-moi très attentivement, Billy. Ce que j'ai à vous dire est important. Houston débita sa hargne. La teneur en était nouvelle, mais Billy n'en fut pas vraiment surpris. Il éprouva de la rancœur, mais elle était sourde et tempérée d'un certain fatalisme. Après tout, il s'y attendait. Eddie était retourné chez Houston. Ils avaient eu un long entretien, au terme duquel elle avait piqué une nouvelle crise de larmes. Ensuite, Houston avait longuement conféré avec les trois stooges. Ne craignez rien, Billy. Tout cela reste sous le secret, le sceau du secret professionnel. Puis, il avait eu un nouvel entretien avec Eddie. Ils étaient tous d'avis qu'il était temps de soumettre Billy à un examen psychiatrique. Je vous conseille de l'accepter de votre plein gré, conclut Houston. Ah, pardi, je vous parie que je devine où il aura lieu. À la clinique Glassman, c'est ça? Alors j'ai gagné le gros lot? Eh bien, nous sommes dit que c'était l'endroit logique pour un... Vous fatiguez pas, j'ai compris. Et pendant qu'ils passeront ma cervelle au crible, je suppose qu'on me fera avaler d'autres bols de barium en boîte. Winston se tut. Son silence était éloquent.
Et si je refuse? Heidi dispose de certains recours légaux. Dit Houston d'une voix circonspecte. Vous saisissez? Oh, je sais si, dit Belly. Vous voulez dire que vous, Eddie et les trois Strouges, oh, de la clinique Glassman, allez unir vos forces pour m'envoyer m'entresser des petits paniers dans un établissement spécialisé dans la thérapie récréative. Vous nagez en plein mélo, Billy. Heidi se fait du souci pour Linda, autant que pour vous. Ah, nous nous faisons du souci pour Linda, tous les deux, dit Billy. Et je m'en fais pour Eddie aussi. Par moments, je lui en veux tellement que ça me flanque des éclairs d'estomac, mais ça n'empêche pas que je l'aime, et donc que je me soucie d'elle. Toutefois, elle vous a caché quelque chose, Mike. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Donc, Beetlejuice 2 est sorti. Ça faisait longtemps que j'attendais la suite. Donc, je suis content qu'il soit sorti, ouais, parce que bon, Takakura a des problèmes de technique, donc je fais de la pub. Donc, dedans, il y a... C'est sur le du coup. Tant pis pour Beetlejuice. Aussi. Nous avons deux pour faire ceci et Linda, dit Billy. Je m'en fais vraiment. Ah oui. Je sais bien. Et ce n'est pas moi qui vais éclairer votre lanterne. Il se pourrait qu'elle vous en parle d'elle-même, mais ça m'étonnerait. Elle n'a qu'un désir, c'est oublier tout ce qui s'est passé. Et si elle vous faisait part de certains détails, qu'elle a probablement omis jusqu'à présent, cela irait à l'encontre de son désir. Disons simplement que Eddie a sa propre culpabilité à affronter. Ce n'est pas pour rien que sa consommation de cigarettes est passée d'un paquet par jour à 2 paquets et demi. Au bout d'un silence assez long, Mike Houston enfourcha à nouveau son dodo. Quoi qu'il en soit, Billy, vous devez comprendre que cet examen psychiatrique ne peut être que profitable à tout... Adieu, Mike. fit Alec, sur quoi il reposa le combiné sans brutalité. Chapitre 15. 2 coups de téléphone. Billy passa le reste de l'après-midi à tourner en rond, comme un ours en cage. Il étouffait malgré l'air conditionné. De loin en loin, il apercevait son reflet dans son miroir ou une surface polie et il avait de la peine à se reconnaître. La perception que nous avons de nous-mêmes est bien plus fonction de nos dimensions corporelles. On se la figure communément. Se disait-il, et il trouvait que cette pensée n'avait rien de réconfortant. Le sentiment que j'ai de ma valeur dépendrait donc de la quantité d'air que je déplace en marchant. C'est une idée qui insulte l'intelligence. Arnold Schwarzenegger pourrait prendre Einstein sous son bras et le trimballer toute la journée comme un livre de classe. Est-ce que ça veut dire qu'Arnold Schwarzenegger est supérieur à Einstein? Non, ça ne tenait pas debout. Et d'ailleurs, l'idée que la corpulence était synonyme de grâce ou d'intelligence, qu'elle était un signe de la faveur de Dieu, était passée de mode vers l'époque où le chétif Woodrow Wilson avait écrasé aux élections ce gros poussat de William Howard Taft. C'est là la perception que nous avons de la réalité extérieure qui est fonction de nos dimensions corporelles. Oui, exprimé comme ça, cela devenait vrai. Il approchait du fond du problème. Quand on disparaît kilo après kilo, comme une équation complexe qu'une éponge efface, ligne après ligne du tableau noir, votre perception de la réalité en prend un coup. Et pourquoi Stephen King nous fait de la philosophie au lieu de continuer l'histoire? Franchement, on se le demande. Bon, pardon. Votre perception de votre réalité propre et votre perception de la réalité toute courte. Oh, petite gonzesse, là-bas, t'endors pas, continue à écouter, c'est bientôt fini. Billy avait été gros. Pas un peu enrobé ou grassouillé, non, gros.
comme un cochon. Oh, oh, non, c'est ça. Quelle insulte. Oh, n'importe quoi. Oh, Bon, dégage, toi. non, Ouais, 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 ouais. ensuite, il était passé au stade de la simple corpulence, puis il était devenu à peu près normal. S'il existait une norme en la matière, comme Houston et les trois Stooges avaient l'air de le penser. À présent, il était maigre et il glissait lentement vers l'émaciation. Qu'est-ce qui viendrait ensuite? Le cachet Six, probablement, et après cela, quelque chose qui, pour le moment, dépassait son imagination. La crainte de se faire embarquer à l'asile ne le tourmentait pas vraiment. Une procédure d'internement, cela prend du temps. Mais sa dernière conversation avec Houston prouvait bien qu'il avait atteint un point de non-retour. Désormais, plus personne ne le croirait. Il avait envie d'appeler Kurt Punchley, bien qu'il sût que celui-ci le contacterait aussitôt que les enquêteurs qu'il avait lancés sur la piste des gitans auraient déterré le moindre indice. Il réfréna sa première impulsion, tourna les pages de son carnet d'adresses jusqu'à la lettre T et forma un numéro de New York. Le nom de Richard Ginelli lui tournait obstinément dans la tête depuis le début de cette affaire. Il était temps qu'il se décide à l'appeler. Entre les Three Brothers? Fit une voix d'homme à l'autre bout de la ligne. En emploie du jour sont les piquetés al mozzarella et notre version particulière des fettuccini al marinara. Ah, ta gueule. Je m'appelle William Alec et je voudrais parler à Monsieur Ginelli. Si vous pouvez me le passer. L'homme s'accorda quelques secondes de réflexion, puis il fit En lac? Ah oui. Le combiné heurta une surface dure avec un choc sourd. Billy percevait un brouhaha confus, cliquetis de vaisselle et de casseroles entrechoquées. Éclats de rire, jurons sonores en italien. Tout cela lui semblait étrangement lointain. Et l'univers entier lui semblait lointain ces jours-ci. Au bout d'un long moment, en soulevant enfin le combiné. William? Comment ça va, paysanne? Une fois de plus, Alec s'aperçut que Ginelli était le seul être au monde qui n'usa pas d'un diminutif pour s'adresser à lui. Ah, je maigris, annonça-t-il, À la bonne heure! dit Ginelli. Vous étiez trop gros, William. Oui, trop gros! Y a pas à dire. Combien avez-vous perdu? Ah, 10 kilos. Mazette, mes félicitations, William. Votre cœur vous dit merci, lui aussi. C'est dur de perdre du poids, hein? J'en sais quelque chose. Ces foutues calories, elles ont la peau dure. Chez vous, autres Irlandais, elles se coincent au-dessus de la ceinture. Les ritales comme moi s'aperçoivent un jour que les coutures de leur froc craquent chaque fois qu'ils se penchent pour lasser leur godasse. Ah, à vrai dire, ça n'a pas été si dur que ça. Passez donc me voir au restaurant, William. Je vous préparerai mon plat favori, le poulet à la napolitaine. En un repas, vous reprendrez tout ce que vous avez perdu. Ah, peut-être bien que je vais vous prendre au mot, Burke. fit Billy en souriant. Le miroir mural de son bureau lui renvoyait son reflet. Et, comme il lui semblait que son sourire découvrait une dentition nettement trop proéminente, il le réprima aussitôt. Mais oui, faites-le donc. Dit Ginelli. Je disais ça sérieusement, et ça fait une paye qu'on s'est pas vu. Et la vie est courte, et paysanne. Pas qu'elle est courte, la vie. Ah, ça, vous pouvez le dire. Paraît que vous avez eu des emmerdes là-bas, là, dans le Connecticut. Dit Ginelli d'une voix soudain plus basse. À sa façon de dire cela, on aurait pu croire que le Connecticut était quelque part du côté du pôle Nord. Et j'étais désolé d'en apprenant ça. Ah, comment l'avez-vous su? Interrogea Billy. Il était sincèrement surpris.
L'accident n'avait donné lieu qu'à un minuscule entrefilet dans le Fairview Reporter. Un entrefilet très discret qui ne citait aucun nom. Et la presse new-yorkaise en avait pas fait mention. Et vous savez bien que j'ai les oreilles partout. Dit Ginelli. Ah, c'est vrai. Les individus de son espèce ont intérêt à être toujours sur le qui-vive. Se dit Billy, et il frissonna. Ah, ça me pose quelques problèmes, dit Billy en mesurant soigneusement ses paroles. Des problèmes qui sont d'une nature extra-légale. Cette femme, on vous en a parlé, n'est-ce pas? Hé, une gitane à ce qu'il paraît. C'est ça. Elle était mariée, et son mari a causé des ennuis. Comment il s'appelle? Un langue. Je crois. Je vais tâcher de me dépêtrer de là tout seul. Mais je me demandais si je ne pourrais pas... Merci, vous avez besoin d'un coup de main. Vous m'avez qu'à téléphoner, peut-être que ça sera dans mes cordes, peut-être que non, je ne peux rien vous permettre, et l'amitié est une chose, et les affaires en sont une autre, vous comprenez? Je comprends. Des fois, ça peut se mélanger, mais d'autres fois, c'est incompatible, pas vrai? Ouais. Il a juré de vous faire passer le coup du pain, n'est-ce pas? Billy hésita avant de répondre. J'aimerais mieux ne pas trop m'étendre là-dessus pour le moment, dit-il enfin. C'est assez spécial, vous comprenez, mais en tout cas, il en veut à ma peau. Et il y met le paquet, croyez-moi. Oh merde, vaudrait mieux que vous ne m'en parliez pas tout de suite, William. Vaudrait mieux que vous m'en parliez tout de suite, plutôt. Oh merde, vaudrait mieux que vous m'en parliez tout de suite, William. Et parce que s'il dit vous m'en parliez pas, il va plus, du coup, la conversation va s'arrêter. Une inquiétude non déguisée perçait la voix de Ginelli. Billy sentit des larmes lui picoter les paupières et se frotta les yeux du dos de la main. Votre sollicitude me touche infiniment, Richard. Mais j'aime mieux essayer de me débrouiller seul. Du moins, pour le moment. Je ne suis même pas certain de ce que vous pourriez faire pour moi. Si je peux vous être utile, vous n'avez qu'à m'appeler, William. Entendu? Entendu, et merci. Il y eut une brève hésitation. Dites-moi, Richard, est-ce que vous êtes superstitieux? Superstitieux, moi? Mais je suis italien, William. Pendant toute mon enfance, j'ai vu ma mère, ma grand-mère et mes tantes qui passaient leur vie à palmodier des avés, à invoquer toutes les saints du calendrier, plus une ribambelle d'autres. Donc, vous n'avez jamais entendu parler à voiler les miroirs quand un voisin trépassait à faire le mano comutta chaque fois qu'elle croisait un corbeau ou un chat noir. Comment pouvez-vous me poser cette question, pareil? Je peux, puisque je vous la pose, dit Billy en souriant malgré lui. Quand Richard Ginelli reprit la parole, sa voix était sèche, dure et totalement dépourvue d'ironie. Je ne crois qu'à deux choses, William. Le pognon et les flingues, voilà à quoi je crois. Mettez-vous bien ça dans le crâne, superstition, pas moi, paysanne. Là, vous vous trompez de rital. À la bonne heure, dit Billy et son sourire s'élargit. C'était son premier vrai sourire depuis bientôt un mois et il lui faisait un bien fou. Ce soir-là, juste après le retour d'Heidi, Penstein lui téléphona. En vos gitans nous ont fait rudement cravanler, hein, annonça-t-il. On a déjà pour près de 10 000 $ de frais, on laisse tomber? Raboul, il y a 10 000. Dites-moi d'abord ce que vous savez, dit Billy. Il avait les pommes moites. D'une voix sèche et précise, Penstein lui fit un rapport circonstancié. Après leur départ de Milford, les Romains Michel s'étaient rendus à Cloyno, une autre bourgade du Connecticut, à une 50aine de kilomètres au nord.
On les avait expulsés de Guino et on les avait refait, ou ils avaient fait surface une surface plus tard à Pawtucket, dans le banlieue de Providence. De Pawtucket, ils avaient gagné Attleboro, dans le Massachusetts. Et l'un d'entre eux s'était fait arrêter à la suite d'une rixe. On l'avait laissé en liberté provisoire et il avait pris la fuite en dépit de l'extrême modicité de sa caution. Apparemment, les choses se sont passées à la façon suivante, expliqua Penchley. En habitant de la localité, un gars qui paraîtrait est assez porteur sur la castagne a perdu 10 dollars à la loterie à la roue, là. Et il a déclaré au gitan qu'il la faisait tourner, qu'il la faisait tourner, hein, qu'il savait bien qu'il était truqué et qu'il lui a promis un chien de sa chienne. Sur le lendemain soir, le gars est tombé sur nez à nez avec leur gitan à l'entrée d'une supérette la nuit. Ils ont eu des mots et ça a terminé par un pugilat sur un parking de magasin. Deux témoins, des touristes de passage, affirmaient consulter des citoyens locaux qui avaient porté le premier coup. Deux autres, des habitants d'Alterboro, soutenaient que c'était le gitan qui avait commencé. En fin de compte, les flics n'ont embarqué que le gitan. Bah, tu m'étonnes. Et quand ils ont pris le poudre de scampette, il y en a, ils aiment bien être maudits. Et je sais pas pourquoi, il doit y avoir beaucoup de personnes maudites dans cette ville. Et quand ils ont pris la poudre de scampette, après sa mise en liberté provisoire, ils ont été enchantés. Hein. Non seulement ça faisait économiser à la ville de frais d'un procès, mais ça les a débarrassés du reste de la bande par la même occasion. Ah, c'est un stratagème courant, je suppose. Interrogea Billy. Une subite chaleur lui avait envahi les joues. Quelque chose lui disait que le gitan qui s'était fait embarquer ne pouvait être que le jeune jongleur. Ça se pratique beaucoup en enfer, admit Penchley. Les gitans connaissent la coupure. Une fois qu'on est prévenu, on s'est fait la paire, les flics du coin oublient tout l'enfer. Il n'y a ni envie, ni recherche, ni chasse en homme. C'est un peu comme quand on a une escarbie dans l'œil. Une escarbie dans l'œil, c'est amusant d'avoir des trucs dans l'œil. Hein. Non, elle vous torture, elle vous obsède, et puis on pleure un coup et elle s'en va. Tu devrais essayer. Une fois que ce grain de poussière s'est envolé et que la douleur a cessé, on se moque bien de savoir où on le t'enlève en ce moment. Un grain de poussière, Dit Billy. Il n'était donc que ça. Pour les flics dans le tambour, il ne valait guère mieux en tout cas, dit Penchley. Vous voulez en la suite, Bonnie, ou faut-il d'abord que nous nous lamentions un bon moment sur la sacrone des minorités ethniques? Dites-moi plutôt la suite, Kirk. En passant, les gitans ont fait étape en Lincoln, Massachusetts, d'où on les a virés au bout de 3 jours. Il s'agissait bien de la même bande. Vous en êtes sûr? Oh oui, en tout cas, dans le même véhicule, j'en ai une liste complète, immatriculation comprise. La plupart ont des plaques de Delaware ou du Texas. Vous voulez que je vous la dicte? On verra ça plus tard. Continuez. Vous voulez bien? La suite était plutôt succincte. De Lincoln, les gitans s'étaient rendus à River, une petite ville qui se trouve au nord de Boston, en bordure de l'Interstate 95. Ils y avaient campé 10 jours et en étaient partis d'eux-mêmes. Ils avaient passé 4 jours à Portsmouth, dans le New Hampshire, et ensuite ils s'étaient tous tout bonnement volatilisés. On pourra retrouver leur piste si ce que vous vous souhaitez, dit Penchley. Nous les suivons à moins d'une semaine maintenant. J'ai mis en 3 de mes meilleurs enquêteurs de la Barton sur l'enfer. À leur avis, les gitans sont sûrement dans la Maine à présent. Ils ont suivi l'Interstate 95, où ils ont avancé parallèlement à elle le long de littoral depuis le Connecticut. D'après ce que nos divers correspondants locaux ont pu reconstituer de leur trajet antérieur, il semblerait même qu'ils ne n'ont pas quitté depuis la Caroline du Sud, pardon. Leur itinéraire correspond à peu près à celui que suivent les circonambulants. Logiquement, ils devraient continuer jusqu'à Bar Harbor en écumant au passage des stations balnéaires du Maine méridional. Ogunquit, Kenny, Buncourt, Port et tout ça.
Ensuite, quand le gros dans la saison touristique sera passée, ils redescendront vers le sud et ils effectueront un parcours en langue le long des côtes de la Floride et du Texas. Y a-t-il un très vieil homme parmi eux? Interrogea Billy en serrant avec force la poignée du combiné. Dans les 80 ans, avec le nez rongé par une espèce d'horrible chancre ou de cancer. Penchley farfouilla dans ses papiers pendant ce qui lui paraît une éternité. « Oh, Tandus Lemka !» dit-il enfin d'une voix très calme. « Le père de la femme que vous avez écrasée, il est avec eux en fait. » Son père? S'écria Alec. Mais c'est impossible, voyons. Cette femme est au moins un septuagénaire. « Tandus Lemka est âgé de 106 ans. » À un moment, Billy fut incapable de parler. Ses lèvres remuaient mais sans émettre le moindre son. On aurait dit un homme qui embrasse un fantôme. Puis il parvint à répéter. C'est impossible. Bon, c'est un âge qui nous pourrions tous lui envier, certes, dit Kirk Penchley, mais qui n'a rien d'impossible. Vous savez, l'existence de ces gens est attestée par toutes sortes de documents officiels. Nous n'en sommes plus au temps où ils vagabondaient en roulotte sur les routes de l'Europe orientale. Même s'il est probable que les plus âgés d'entre eux, comme ce Lemke, ne demanderaient pas mieux que de vivre de cette manière. J'ai des photos de lui, son numéro de sécurité sociale, ses empreintes digitales même. Lemke change souvent d'avis en ce qui concerne sa date de naissance. Tantôt il déclare être âgé de 106 ans, tantôt de 108 ou de 120 ans. Je me suis fixé sur 106 ans, car ça correspond aux renseignements qui figurent sur son titre de sécurité sociale, dont les enquêteurs de la Barton se procurés un duplicateur. Susanna Lemke était bien sa fille. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme il apparaît avec le titre de PDG de la société Tandus Company, sur les autorisations qu'ils ont obtenues dans la direction des jeux de divers temps, on peut supposer qu'il doit être le chef de la tribu ou de la trompe. La fille de Lemke, dans l'esprit de Billy, cela changeait tout. Et si Cylinda avait été victime d'un accident? Cylinda avait été écrasée dans la rue comme un chien errant. Les frais. Quoi? Fit Billy en essayant de ramener le cours de ses pensées sur Kirk Penchley. Je disais que vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on en retourne les frais, ça va vous coûter les gens de l'entête, mon petit Billy. Demandez-leur de persévérer encore un moment, dit Billy. Je vous téléphonerai dans 3 jours pour savoir si vous les avez localisés. Pas la peine, dit Penchley. Dès que les détectives de la Barton les auront retrouvés, si j'y arrive, j'en vous en informerai. Je ne serai plus là, expliqua Billy. Et vous serez où? Vous seriez donc interrogea Penchley d'une voix neutre. En voyage, répondit-il. Après avoir raccroché, Alec demeura longtemps immobile, l'esprit agité de pensées confuses, pianotant machinalement sur le bord du bureau de ses doigts trop raides. Et voilà, c'est fini pour cette partie. Il est mort. Pas encore. Mais voilà, ça paraît... Merde, c'est pas grave. Bon. Ça paraît... quand il fait la prochaine partie et la plus longue des parties qui restent, et je la trouve assez chiante parce que il fait son enquête, mais il y a presque pas d'action de personnage. Donc, il fait son enquête à la recherche des gitans pendant presque 100 pages. Donc, logiquement, c'est une nouvelle. On se demande quand même si c'est vraiment le cas. Donc, j'espère que ça vous a plu, puis que ça reste amusant, que vous avez tout compris. Sinon, lisez le livre, vous en saurez plus. Voilà. Donc, voilà pour cette fois-ci, pour cette partie-là. Donc, on va attaquer la deuxième partie. Donc, comme l'histoire parle de malédiction, à votre avis, de quoi on va parler? De saucisson. Non, on va pas parler de toi. Saucisson, on va parler de mon saucisson. Oh, t'as pas de saucisson, toi, laisse-moi rire. Il est gros, il est grand, il est bien épais, il est bien dur. Donc, on va l'ignorer, excusez-nous. L'homme de la glace est la plus vieille momie connue. Ah ouais? Ça t'excite, ma chose? C'est toi qui parles de gros saucissons, là. Découverte en 1991, alors ceux qui l'ont découvert, ils sont tous passés. Même le médecin qui l'a examiné. Il est où, le singe de glace? Je veux le sucer. On s'en fout. Aujourd'hui, on s'en fout que tu veux le sucer. Aujourd'hui, le corps repose dans une chambre glacée dans un musée d'Italie. Alors, maintenant, on va parler des miroirs brisés.
Les miroirs me trouvent toujours d'une grande beauté. C'est pour ça qu'ils se brisent, ils se marrent. Remontrez aux Grecs, mais chez les Romains, c'est chez les Romains que ça vient. Croyant que leur dieu pouvait y voir leur âme. N'importe quoi, les animaux n'ont pas d'âme. C'est des Italiens, la poule. Pour eux, casser un miroir est irrespectueux envers les dieux. Du coup, la malédiction dure 7 ans. Le temps qu'il faut pour le corps, que le corps se régénère. Bosser aussi à faire régénérer le corps. Les feignants, au boulot. Les poupées maudites. Moi, je préfère les gonflables. Oui. C'est toi qui gonfles en plus, hein. Viennent de l'Égypte ancienne. Faites à la main, parfois représentant des animaux. Mais à quoi ça sert? Les gens peuvent jouer avec leurs esclaves. Et bien sûr, quand ils ont fini leur boulot, hein. Elles sont faites pour les cérémonies religieuses. Et non, ce ne sont pas les vaudous, mais les Romains qui utilisaient les poupées avec des pics. Comme si ça marche. Ça me gratte le dos. Et ma chasse, regarde. Regarde, c'est quoi qui me gratouille? Donc, donc, y a rien, je sais pas, c'est bizarre, hein. Mais là, je trouve que quand tu picotes pas de poupée, là, tu picotes directement la poule. Ouais, il faut que tu picotes cette poupée-là, pour voir si ça marche. Donc, choquer sa famille remonte à loin, hein. Allez, c'est fini pour aujourd'hui la deuxième partie, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu, la première, la deuxième et tous les, hein. Si ça, voilà, donc, dans les miroirs, c'est ça qui est bien, c'est ça existe depuis longtemps quand même, hein, qu'on est petit, bon, savoir que ça existe depuis l'Antiquité, bon, ça c'est une autre histoire, mais quand on voit qu'il y a des personnes qui y croient encore, il y a des trucs du style, par exemple, c'est quand quelqu'un mourait, encore en 1900, on mettait un rideau ou un drap ou un truc sur le miroir pour pas qu'il y ait de problème avec les âmes. Donc voilà, des trucs comme ça. Bon, les poupées, ça c'est connu, le truc des poupées. Bon, la momie, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est difficile de trouver des malédictions. Donc du coup, ça se répète souvent les malédictions quand même. Allez, la troisième partie, vous êtes prêts? Voilà, le son est trop bas, malheureusement. Un jour, peut-être qu'on remettra de la musique, hein, va savoir. Bon, allez. Donc, les sujets, ça se répète, on se répète toujours encore. D'ailleurs, il est quelle heure? On va se dire qu'on va se laisser jusque 45. Il est 22 jusque 45. Plus ou moins pour parler la troisième partie. Vous n'êtes pas obligé de rester. Je me sens pas complotiste, comme à chaque fois que je le dis. Je me pose des questions. D'ailleurs, je vais bientôt directement me poser une question sur l'interview sur le débat que Trump a fait avec le calamar-Kiri. Mais bon, c'est pas bon. Donc ça, c'est là, je l'ai entendu à la télé. Donc je me pose des questions, c'est tout. Donc que vous nous croyez ou pas, que vous n'êtes pas obligé de nous croire. D'ailleurs, vous pouvez avoir un avis différent, on s'en fout. Nous, on est là pour se réfléchir, se poser des questions. Voilà. Donc on va commencer par la première partie. Tiens, les Turcs ont été refusés d'être européens. Du coup, ils se sont tournés vers les BRICS. Donc les Russes et tout ça. Ouais, moi je me dis que comme j'en étais sûr, le président turc, lui, il se tourne souvent selon l'odeur du vent. Mais bon, donc la communauté européenne et mondiale n'est pas contente quoi, parce que bon, voilà quoi, il va faire les Russes, donc tu vois, les Russes, les Indiens et tous les BRICS, donc ça plaît pas. Faudrait déjà qu'ils acceptent. Ça a l'air de fonctionner, puisque bon, c'est sûr qu'après, ils pourront récupérer. Mais bon, de toute manière, ils s'attendaient à quoi? S'ils acceptent pas, c'est sûr qu'ils vont aller parce voir que bon, ailleurs. ça c'est un chantage. Mais de toute manière, président turc, ils ont pas pu être européens, du coup ils vont faire là-bas. Après, c'est la normalité des choses. Tu essayes de tirer ton épingle du jeu. Au moins, il bosse pour son pays. Pour ses intérêts aussi, mais au moins il défend ses intérêts. Oui, c'est pas comme Macron, quoi, voilà. Toujours et encore. C'est comme nous, hein. Si demain on veut quitter l'euro et que tout le monde, tous les occidentaux. Non, mais ce qui m'agace, c'est qu'on doit choisir un maître, quoi. Franchement, on en est là, donc bon, voilà. Mais bon, de toute manière, ça reste des petits soumis aux Américains, juste qu'il a le cul entre le chaises parce que, dans un sens, je pourrais trouver ça à la fois bien et à la fois nul. Sur le fait que
Ce qui Moi, est je m'en chiant, c'est fous. qu'il est Parce que pas. je parle de ce sujet surtout pour dire qu'on ne devrait pas être obligé de choisir un maître. Tout ça. Ce qui est chiant, c'est que je trouve que pour son pays, au niveau de son pays, c'est bien, et en même temps, c'est pas bien parce que c'est normal qu'il doit profiter euh, de tous les enjeux pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Par contre, la seule chose que j'aime pas sur ce mec, c'est que il est pas loyal. En fait, quand tu donnes, bah en fait, quand tu te mets d'un côté, en fait, tu y restes, c'est tout. Alors à moins bien sûr que ça va carrément à l'encontre de tes convictions et que ce comment dire ça, que la partie que tu suis commence à être dangereux pour ton pays. Sinon, je me dis que bah tu restes loyal. Si tu dis à une partie bon bah c'est bon, je suis avec vous, machin, tu vas pas Non, faire l'autre en mais je disant vois le mec, s'il a secoué les Amerlocs, on va dire les Amerlocs, parce que bon, l'Europe, si les Amerlocs commencent à lui proposer des trucs qui vont l'intéresser, il va revenir vers l'Amérique, il est pas, voilà, c'est ce qu'il fait depuis je sais voilà. pas combien de temps. Un coup, il a été voir les Russes dans la guerre en Syrie, et il s'est mis contre les Russes. Après, il s'est mis avec les Russes. Après, il s'est En tout remis cas, contre je les comprends Russes. pas pourquoi Poutine se méfie pas un peu plus, parce que bon, là, il va du côté des briques, des petites briques jaunes. Donc, je veux, pourquoi Poutine se Et méfie c'est pas un pour peu ça que je plus, dis, je sais pas s'il va rentrer. Parce que qu'il l'accepte en tant que visiteur, c'est un fait. Alors, bien sûr, après, il pourrait, parce que ça, c'est plus un aspect financier, le côté BRICS. Donc, il pourrait le laisser rentrer si, bien sûr, ça reste un candidat intéressant. Mais il va devoir se plier à certaines conditions. Comme dans tous organismes de ce style, il y a toujours quand même des conditions. Il va devoir se plier à des conditions s'il y rentre réellement. Pour l'instant, il n'est pas déclaré comme membre. Donc, bon, ils lui ont ouvert les portes. Ils lui ont sûrement dit, ouais, bah vas-y, viens, tu peux regarder comment ça se passe. Mais pour l'instant, ils lui ont pas dit, t'inquiète, tu vas être membre. Donc, bon, d'ici là, il y a déjà plein de trucs qui peuvent se passer. Ensuite, bon, et en fait, ils croquent trop dans tous les sens pour pouvoir rentrer dans ce genre de truc. Moi, que je me dis, l'Inde fait un peu pareil, et puis le Brésil fait encore plus pareil. ouais, mais Mais on a bon, moins entendu parler du président indien que du président turc. Parce que bah, bon, lui, il fait chanter, quand ouais, tu vois qu'il fait chanter le Macron, parce que c'est notre président, ouais, mais ça, bon, ouais, je me dis c'est que, la France, ça, non? On se je fait me dis pisser qu'on par tout le monde l'entend beaucoup dessus. parler, lui, de, Mais je veux dire, l'Inde n'a pas fait marcher Poutine. L'Inde n'a pas fait un coup tordu à Poutine et un coup de couteau dans le dos à Poutine. Erdogan l'a déjà fait. En Syrie, il l'a déjà fait. eh ben, Donc bon, je me dis que Poutine, comme la Chine d'ailleurs, même la Chine qui s'entend pas avec l'Inde, niveau territorial, parce qu'après ils ont des pactes, mais bon, niveau oh, des territorial, potes! voilà des pattes. Oh, bien! Je me dis que, à mon avis, la Chine fera plus confiance en l'Inde qu'en la Turquie. Tant que la Turquie ne changera pas de, en tout cas, moi, si j'étais eux, tant que la Turquie ne changerait pas de gouvernement, ou un mec, tant que le mec serait pas plus fiable, moi, je leur ferais pas confiance. C'est les Turcs qui en pâtissent, mais bon, moi, en tout cas, la Turquie, je leur ferais pas confiance. Leurs dirigeants, certes, je dis pas, il a ses qualités. Il essaye de faire en sorte de pouvoir avoir, de taper dans les deux coins. Donc c'est une bonne chose en fait, parce que lui il veut tirer, il veut pas en fait être d'un côté ou de l'autre, il magouille, il veut avoir les avantages, en fait il fait du chantage à l'un et à l'autre, c'est ce que nous on devrait faire en fait, il fait du chantage à l'un et à l'autre en disant bah si tu m'offres mieux, je peux aller de ton côté, et puis après il va voir l'autre, il va dire bah toi si tu m'offres mieux, je peux aller de ton côté, et Bon, puis pour bon. moi, il a des idées mercenaires. Mais bon. Ouais, bah voilà. Et il agit, voilà, pour l'intérêt de son pays. Après, il le fait pas de manière loyale, en fait, parce qu'en fait, ce business-là, de la manière dont il le fait, tu pourrais le faire si tu mettais pas de coups dans le dos à tes partenaires. Maintenant, il va essayer, à mon avis, d'aller dans le côté qui s'en sort le mieux. Donc, si demain l'Amérique a vraiment l'avantage, eh ben, il ira réellement de ce côté. Et si c'est demain c'est la Russie, la Chine qui ont l'avantage,
eh ben, il ira dans leur sens. Et c'est tout. Ça fait partie de ces pays qui sauront pas prendre, au lieu de dire, bah, je prends ni parti ni pour l'un ni pour l'autre, vous vous démerdez dans vos querelles, moi je discute business avec vous, c'est tout. Non, au lieu de dire ça, lui, oh bah, Hmm. je suis mieux protégé par toi, j'irai avec toi. Voilà, bon bah je me dis que ça fait 50 ans que ça a duré. Je me dis que parce qu'heureusement on a l'impression que de temps en temps il lâche quelqu'un pour se dire tiens vous voyez la justice existe donc monsieur l'abbé Pierre bon je sais pas vraiment son nom de famille donc on peut que l'appeler l'abbé Pierre ou peut-être que son prénom c'est l'abbé et que son nom de famille c'est Pierre bah, ça. Enfin en tout cas il vient de tomber pour viol pendant 50 ans il a violé. Maintenant, il est mort, bien sûr, mais bon, voilà, quoi, de temps en temps, on se dit, ah bah tiens, on va faire tomber quelqu'un, parce qu'on a l'impression qu'il a été protégé pendant toutes ces décennies, puis à ce coup, il tombe. Et les gens parlent d'un seul coup, on se pose des questions, quoi, ça paraît toujours bizarre, quoi, que les gens parlent au bout d'autant de temps. On a eu le cas avec lui, justement, on a eu soi-disant le cas avec Johnny Hallyday, comme quoi il a fait du viol ou il serait homosexuel. Bon, ça j'y crois un peu moins parce que je croirais plus qu'il a fait du viol. Mais bon, ils attendent qu'il meure, quoi. Et puis bon, l'abbé Pierre, ça a duré 50 ans, quoi, des petites filles. Pour une fois, c'est des petites filles d'ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette société? Arrive un moment, les mecs sont protégés, puis à un moment, on les laisse tomber quand ils sont De toute morts. façon, le journaliste l'a bien précisé. Hein, on donne les données à qui on veut et quand Ouais, on veut. ouais. Et ça a été encore dit hier sur la radio. Donc, en tout cas, la manière dont il l'a dit, c'est la manière dont il l'a fait En tout cas, comprendre. on peut se poser que des questions, quoi. Les mecs sont protégés pendant un Ils temps. savent, mais ils donnent les données, ils les donnent les données sensibles aux médias seulement, ou alors à des personnes seulement s'ils ont l'accréditation nécessaire et si le moment est venu. Parce que Donc, bon, ça fait un bail maintenant qu'il est mort, quoi. Donc, pourquoi, bah, le problème, c'est que après, voilà. ça surfe sur les mouvements qui sortent, comme les mouvements MeToo et compagnie. Donc, en fait, le problème, c'est que ces mouvements-là aident à débloquer la parole, donc ils peuvent être bons. Ça sert à quoi aujourd'hui qu'une minette, bon, aujourd'hui, je sais pas, moi, elle s'est fait venir dans les années 50, c'est à peu près au début que ça a commencé. Elle est née dans les années 40. Parce que bon, ils savent se faire que les enfants, les curés. Donc, elle est née dans les années 40. Elle a quel âge aujourd'hui? Quand elle est née dans les années 40, ça y ferait proche des 60, 80 ans. À quoi ça sert qu'elle parle maintenant, en admettant qu'il y en a encore une à cet âge-là hein, aujourd'hui? Voilà, quoi. Bon, la plus récente, c'est dans au début des années 2000, quoi. Le mec, il était encore tout dur. Ils avaient, je me demande Ah, s'ils ont le droit de cacher du Viagra, les curtons, parce que bon, après, si c'est que de la parole et qu'il n'y a pas de preuves, je dirais, bon, à quoi ça sert de salir l'image d'une personne sans preuve? Parce que bon, dès on dit, et s'il y a des preuves, parce que c'est pour ça que je dis s'il n'y a pas de preuves, voilà, mais s'il y a des preuves, ou si en tout cas il y a eu des plaintes, des dossiers, des machins qui ont été accumulés avec le temps, et qui est toujours resté discret, ben pourquoi ils ont attendu eh, à moi, maintenant? ce que je dis, c'est pas de le fait qu'ils soient innocents. Ce que je dis, moi, c'est que ils sont protégés, les mecs, pendant des décennies, puis à un moment, on se dit, bah, tiens, on va le faire tomber. Bah, il est mort, il risque plus rien, tu me diras. Donc, bon, bah, quand tu vois un mec comme De Palmade, ou quand tu vois, Sarkozy, il a pas violé, mais quand tu vois un mec comme Sarkozy, il est protégé pour le pognon qu'il a volé, donc la petite vieille de Bettencourt, non, ouais, je crois que c'est Bettencourt. Hein. Je me souviens plus si c'est non. Ouais, enfin bon, une petite vieille qui a volé plein de pognon, ou alors le Kadhafi qui l'a balancé après s'en être servi. Ils sont protégés pendant des décennies, et puis un jour, bon, bah un jour voilà, ils sont peut-être après leur mort, ou alors après on se dit, bah tiens, en mettant, on va lâcher quelqu'un dans l'arène, comme ça au moins que les gens J'ai voient. l'impression qu'on donne en fait qu'on donne de quoi faire vivre au mouvement comme j'ai dit les mouvements MeToo et Oui. compagnie. J'ai l'impression en fait que les mecs attendent le bon moment et ils disent ah bah tiens là ils ont plus de personnes à se mettre sur la dent, le mouvement peut plus perdurer alors du coup on va ressortir quelques dossiers maintenant. Et le pire c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment alors bien sûr, comme je dis, si les faits sont vrais, bon bah tant pis, hein, mais Tu m'as, ça sinon, sert à quoi, il est mort. mais j'ai surtout l'impression que
on essaye de chercher des choses sur des personnalités. Bon, Puis, et là en l'occurrence, des hommes, on essaye en fait de descendre les hommes qu'ils ont potentiellement. Ah, puis ce que j'aime bien, c'est qu'on attise le feu, puis après, il n'y a plus rien. On a vu avec Depardieu, puis la petite gamine qui se faisait doigter par une selle, que ça a attisé le feu pendant une petite semaine, et puis aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? Ça y est, on n'en parle plus. Si les féministes, ils en parlent Oh encore. non, mais j'écoute pas ce truc-là. On les entend plus dans les médias, là. On les Ah, ouais, entend ouais, plus ouais. rien dans les médias Non sur mais ça. en fait j'ai l'impression que ils cherchent toujours Parce que les médias, ils ont la attisé le feu pendant un ouais. moment, hein. Non mais ils cherchent, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est à la mode, ils cherchent absolument à salir l'image de personnes qui ont apporté quelque chose ou l'image de personnes qui ont une apparence gentille, généreuse, machin, ou alors qui ont réussi ou un truc comme ça. Attention, après, j'ai pas dit qu'ils le faisaient. Si ça doit être fait, si les actes sont prouvés, tout ce qui s'ensuit. Mais je veux dire, en ce moment, j'ai l'impression que certaines personnes se servent de ça pour justement salir l'image et en même temps j'ai l'impression qu'on a envie maintenant de faire un combat homme-femme parce que non mais c'est ce qui se fait de plus en plus et tu regardes des réseaux comme TikTok et compagnie ça se fait de plus en plus et c'est de plus en plus à la mode et ça va avoir réellement je pense un impact sur la société d'ici une ou deux générations si ça s'empire parce que j'ai l'impression que d'un côté la femme qui arrête pas de dire moi je préfère l'ours à l'homme et puis l'homme qui en même temps commence à être désespéré de ces femelles de ces connes même je vais dire parce que dans un sens elles ont raison parce que on sait pourquoi ils le disent. Quand on a compris le pourquoi du comment, on sait pourquoi ils le disent. Elles le disent. Certaines intelligentes ne mettent pas tout le monde dans le même panier, mais certaines connes mettent tout le monde dans le même panier. Du coup, tu commences à avoir, parce que certaines oublient, parce qu'elles le précisent pas dans leurs vidéos, ou alors elles le précisent pas sur leur truc, qu'elles mettent pas tout le monde dans le même panier. Le problème, c'est que elles le disent, elles peuvent le dire après par commentaire, un truc comme ça. Ou alors on sait, ceux qui sont pas cons le savent. Le problème, c'est qu'ils oublient qu'il y a une grosse majorité de gosses écervelés qui vont sur TikTok ou de femmes et de mecs qui sont un peu cons dans leur tête et qui ne le comprennent pas. Donc du coup, bah la haine va se mettre. Du coup, tu lis des commentaires avec oh les hommes sont tous les mêmes. Oh bah c'est encore un homme. Oh bah tiens. Puis à chaque fois l'actualité ressort un truc. Bah là avec le mec qui a fait violer sa gonzesse par 30 milliards de mecs. Ou alors tu regardes plein d'autres trucs qui sortent, oh bah tiens, c'est encore un mec, oh bah tiens, il m'a trompé, oh bah tiens, bah oui, là tu regardes, c'est encore un mec, oh bah tiens, il y a... et puis tu vois tous les mouvements qui commencent à ressortir, tous les faits et gestes des hommes qui vont faire, certains des trucs graves, certains des trucs pas graves, hein, mais bon, ça sera considéré comme un truc super grave, alors que bon, c'est juste un défaut de compréhension ou un truc comme ça. Et alors du coup, j'ai l'impression qu'en ce moment, bah il y a des fossés justement, voilà, ils sont là, à essayer de creuser, de faire le combat. Maintenant, ça va, parce que bon, maintenant le combat noir contre blanc, tout ce qui s'ensuit commence un peu à être passe à la page. Bon, il y a toujours le mouvement juif contre musulman qui réussit toujours, ça. Bon, ça c'est toujours à la mode, ça marche toujours parce que bon, ces idiots, bon. Par contre, bon, créer un autre mouvement maintenant un peu plus grand, homme contre femme, hein, peut-être qu'aussi ça peut servir pour freiner les natalités vu qu'on est en surpopulation. Mais bon, faire en sorte que les hommes se disent oh c'est bon, maintenant on doit faire trop d'efforts pour mesdames, alors du coup bah maintenant on va plus se casser les couilles et on va si elles sont pas contentes et bah qu'elles restent entre elles et puis c'est tout voilà, elles parleront maquillage entre elles et nous casseront plus les couilles. Et du côté les femmes seront oh bah moi je sors plus je veux plus être en présence d'un mec puis quitte à être à perdre foi même aux pompiers, aux anesthésistes et tout ce qui s'ensuit, parce que bah quand tu regardes dans la liste des violeurs ou des trucs comme ça, bah il y a des pompiers, il y a des policiers, il y a des avocats, il y a des anesthésistes, alors ils vont se dire bah voilà, ça commence à rendre parano de plus en plus de personnes. Bien sûr, comme je dis, les adultes savent réfléchir un peu plus, mais
les gamines de 13-14 ans qui vont sur TikTok et puis qui regardent leurs fans féministes qui suivent, ou alors qui suivent un mouvement sans le comprendre, vont être là, ah, c'est vrai, hein, ah, alors du coup, En ils même vont temps, casser les elles se couilles. foutent à moitié à poil en dansant, donc. Voilà. Non mais après ils vont casser les couilles à leur petite amie. Ah non mais faut pas que tu regardes. Ah non mais faut pas. Ah bah tu m'as fait un bisou sur la joue, c'est du viol hein. J'étais pas consentante. Bon, j'en rajoute un peu, mais bon, les jeunes vont se dire bon bah moi j'en ai rien à foutre de la femelle, au pire ça va s'empirer. Déjà qu'à l'époque tu pouvais te dire bon je vais pas me casser le cul, je vais baiser et lâcher et puis voilà. Aujourd'hui bah les mecs vont être comme la femelle va demander de plus en plus d'efforts, de plus en plus de machin, bah les mecs vont dire ah, c'est bon je me casse pas la tête. Hein, maintenant, faut être sérieux, faut être machin, faut être ci, faut être ça. Et puis en plus, maintenant, je vais devoir faire gaffe à tous mes mouvements. Hein, attends, j'ai mis la main sur ton épaule parce que Ouais, bah, je t'ai sauvé, j'ai dû te prendre dans les bras en te non poussant. mais non mais je voulais te mettre un peu d'affection. Je veux mettre ma main sur ta hanche Oui. pour si maintenant je vais devoir te demander si c'est pas un viol. Hein, je peux poser ma main Ah, sur ta déjà, hanche quand on sort. tu dis mademoiselle, c'est une insulte pour elle. Et je peux t'ouvrir la porte, ça va pas être un viol non plus. Hein. Je peux te regarder 2 secondes, ça va pas être un viol parce que maintenant juste le fait de poser un regard 2 secondes sur une fille, c'est un viol. Hein, tout le mot viol sort à tout va. Hein, combien j'ai déjà recadré qui faisait. Enfin, bon, tout ça, ça a détourné de l'abbé Pierre qui a Oui, fait non mais pour dire, je veux pendant dire. 50 ans. Voilà, On non dit mais. pas qu'il est innocent, ouais, on dit, Ah non enfin, non c'est non, loin. 50. Non mais On comme dit pas que, ouais, qu'il est innocent. Moi, ce que je veux dire, c'est que, à la base, je disais, curieusement, voilà, quoi, ouais, il a été lâché par ceux qui le protégeaient. tu m'étonnes. Non, mais c'est pour ça, comme je dis, comme par hasard, ces mecs-là sortent au bon moment. Et comme par hasard, là, ils en parlent plus. Alors là, encore une fois aussi, on va faire un truc, c'est que là, ils en parlent plus à la radio que le mec, justement, parce que lui, il est mort, on s'en fout maintenant. Hein, c'est bien, faut le dénoncer, c'est bien. Mais je veux dire, maintenant, on s'en fout. Non, Il mais risque, les il risque plus curés, la tôle. ils ont Par été contre, protégés. par contre, le mec, là, qui a violé, qui a endormi, drogué sa femme, Non, si mais moi, ce que j'aime pas, c'est que ça, c'est une affaire privée. Et souvent, la plupart du temps, les célébrités, on les ignore vite. Le De Palma, on parle plus de lui. Par contre, les affaires privées, on en parle à fond, alors que ouais, bon, il y a puis plein bon, d'affaires. c'est pas, ouais, mais là, voilà, c'est pas une célébrité, Ouais, c'est pas une voilà. personne importante. À croire que les célébrités, bon, bah, il faut pas trop en parler, quoi. Il faut les laisser. Ah, mais c'est surtout pour dire, là, le mec, c'est sur lui maintenant qu'il faut faire la pression populaire. En tout cas, c'est sur lui qu'il faut faire pression médiatique, plutôt pas populaire. Une pression médiatique pour encourager la justice à faire une peine, à agrandir les peines, à faire en sorte que les politiciens travaillent des peines plus proportionnelles et tout ce qui s'ensuit. Eh non, là les médias sont sur ah bah l'abbé Pierre, ah, vous savez l'abbé Pierre, vous savez l'abbé Pierre, alors qu'en ce moment il devrait plutôt être ah vous savez, faudrait surveiller un peu plus ces viols, faudrait donner un peu plus de protection aux victimes, faudrait donner ça on n'en parle pas, j'aime bien. Et mais non, ils préfèrent parler de quelqu'un qu'on peut plus mettre sous les barreaux au lieu de parler de quelqu'un qu'on peut mettre sous les barreaux justement. Voilà. Bon, bah, on verra bien ce que ça va donner, mais je suis sûr que d'ici peu, il retombera une affaire de quelqu'un qu'on va voir s'il va être abandonné ou pas. Bon, là, il y a peu, on a eu notre grand discours, notre grand débat Calamari Trump, et il y a que c'est comme ça que le complotisme se fabrique. Alors peut-être que Trump il devient sénile, il dit des conneries, mais il a dit une phrase qui est comme quoi, s'il avait été président, la guerre en Ukraine n'aurait jamais eu lieu. Mais pourquoi? Est-ce que pourquoi est-ce qu'il aurait été président et la guerre en Ukraine n'aurait jamais lieu? Si c'est une guerre enfin Ukraine-Russie, voilà, ouais, si tu veux. Donc je me dis pourquoi est-ce que l'Amérique, il n'y aurait pas eu de guerre s'il avait été président? C'est une question qu'on se pose comme ça. Bon, parce que j'ai des grosses couilles et que je leur aurais dit d'arrêter. Ouais, peut-être. Ou Voilà. alors, moi, je me dis, bah alors que cette guerre est pas tellement Hey. russo-ukrainienne. Ouais, c'est parce qu'on sait très bien que l'Occident, qui est dirigé Ben, par l'Amérique, voilà que Poutine, en fin de compte, aurait pas été intéressé. et derrière le conflit, parce que comme on dit, si c'était seulement l'Ukraine et que l'Ukraine n'était pas influencée par les Occidents,
et qu'il n'y avait pas des mouvements occidentaux qui avaient servi à déstabiliser, bah en fait non, parce que l'Ukraine va pas écouter Trump, l'Ukraine n'écoutera pas l'Amérique, même si l'Amérique ferait pression, et la Russie elle en aura rien à foutre. Alors si, l'Amérique pourrait écouter. Par contre, si l'Ukraine continue, la Russie va pas écouter. Donc tu m'étonnes qu'après on peut être parano. Bah, hey, Bah, on se pose des questions quand on entend des phrases comme ça. Donc, bon, on va me dire, oh bon, c'est un vieux fou, c'est un vieux sénile, bon, non, bah... c'est juste que s'il devient président, c'est lui qui a les manettes, et si c'est lui qui a les manettes, En tout cas, il y a les manettes du monde. voilà, s'il commence à dire maintenant En fait, vous on a arrêtez, l'impression il s'arrête. que les deux seuls joueurs sur Terre sont la Russie et l'Amérique. Oh, ah non, la chaîne. Non, mais Non, la vous êtes des pions de la Russie. Ouais, vous êtes le portefeuille. Ouais, ouais. Bon, C'est voilà, ça. on se pose des questions. Donc, bon, bah, comme on présume que Kalamarkiri va gagner, bah, du coup, la guerre va continuer, hein, voilà, quoi. Moi, je vois que ça peut que s'empirer, Ah malheureusement. oui, à moins qu'ils ont d'autres objectifs et qu'ils changent et puis qu'ils abandonnent, comme ils ont abandonné majoritairement tous les pays avec lesquels ils ont été en conflit et qu'ils ont pas pu gagner. Bah, il y en a, ils ont eu ce ils voulaient descendre Saddam Hussein, ils ont réussi. L'Afghanistan leur plaisait plus, donc ils l'ont rendu aux talibans. Le Vietnam, ils ont pas gagné parce que bah c'est pas ils sont pas su se battre Ouais, dans bah dans la Syrie, jungle. Libye et tous ces Mais bon, pays-là qu'ils ont pas su gagner, bon, ils sont ils partis. les ont abandonnés. C'est pas qu'ils ont su gagner, mais Ouais, bah oui, ils ont bah ils ont abandonné, foutu c'est les, tout. Ça les intéressait plus. ils ont déstabilisé, ils sont partis. Oui, ah, bon. Bah, surtout Syrie, ils ont pas su gagner. Ça, par Mais contre, bon, je me dis que de toute manière, voilà, bon, bah, on va voir ce que ça va donner, mais je sens que, bon, bah, Trump va perdre, hein, puis voilà, comme le fait qu'on sait que les républicains vont gagner aux prochaines présidentielles en France, voilà, on sait que Trump a perdu, ouais, c'est non bon. mais là, tu m'étonnes. Là, ils ont déjà déclaré le gagnant. Quitte à tricher, ils tricheront. Ils ont mis le gagnant, c'est tout. Parce que là, ils ont beau dire que bah, en tout cas, je l'ai entendu que sur Europe 1, hein, que le débat avait été tout nul. Bah, chez les autres médias que j'ai écoutés, LCI, CNews et tout ça, bah, c'est Kalamarkiri qui a gagné. Bon, bah, Ouais, non mais c'est ça que j'aime pas. Le problème, c'est que c'est pas de savoir qui a gagné ou qui a perdu. La seule chose qui chante avec les médias, c'est que ils vont pas savoir citer des arguments percutants qu'aura pu dire Trump. Et pourtant, je suis sûr que dans tout son discours, il a bien dû au moins dire, il a dit plein de conneries comme à son habitude, bah, il a dit cette phrase que j'ai retenue. Donc, mais il a bien dû dire quand même certaines choses intelligentes. C'est comme son programme. Dans son programme, il y a quand même, à part son mur Playmobil qu'il non, veut mais le construire, seul il y truc, a des choses intelligentes quand même dans son programme. Sinon, il serait pas président, il n'aurait pas été président au moins une fois, il n'aurait pas redressé. Il a fait quand même des bonnes choses sous sa présidence. On a beau dire, ah, Trump machin, mais en attendant, bon, il n'a pas fait de guerre. Déjà, c'est la première bonne chose. bon. Euh, je me dis que mettre obstinément en avant toujours Bah, l'adversaire. surtout que c'est ce qu'elle aurait pas arrêté de dire qu'il était raciste, homophobe, qu'il était dangereux. Bon, elle a dit que ça, hein, elle a pas, Mais bon, le problème c'est qu'ils l'ont déjà eu. On a vu ouais. ce qu'il valait au pouvoir. Il était pas si dangereux que ça. Bon bah alors qu'il soit raciste, ça j'en sais rien. Qu'il soit vieux, con et sénile, bon sûrement. Sénile non peut-être pas. Mais bon, voilà. Oh, en tout cas, je me dis que, que c'est un mec, c'est un Richard. De toute manière, il veut que le pouvoir, mais bon, et au moins, il tient à son pays. C'est au moins la différence, il tient à son pays. Donc, bon. Oh, c'est sûr, je tiens mon. Yes. Mais bon, le problème, c'est que c'est peut-être l'option d'autres maîtres. Donc, du coup, voilà, quoi. Ouais. Donc, Ou un opposant contrôlé. ouais, j'en sais rien. Enfin, de toute manière, pour moi, il fait partie de cette petite noblesse. Bon, moi, ce qui m'agace, c'est qu'ils sont tous pareils, mais que ils crachent sur le dos De de. toute façon, c'est soit un opposant contrôlé, ça m'étonnerait même pas parce que les Américains adorent ça, le spectacle à la con de ce style. Soit c'est un opposant contrôlé, il fait semblant d'être le méchant, hein, comme chez nous avec Le Pen, hein. Soit c'est pas Et voilà, ça fait tomber de la bouteille. ça c'est pas un opposant contrôlé. Et dans tous les cas, bah, c'est un vrai opposant, mais dans ces cas-là, bon, bah voilà, le système américain, l'état profond, comme on pourrait l'appeler, va tout faire pour l'écraser. Mais bon, Après, ça sera conflit de riches contre riches.
Bon, nous, on est entre les deux, ils se servent de nous, c'est tout. Oh, bah, tu m'étonnes que la France... On a un amusement. Le pur Macron. Ouais, mais l'humain en général, quoi. Même Allez. américain, quoi, le citoyen, quoi. Non, faut bien se servir un peu des esclaves. Voilà, je me dis que bon, bah, la prochaine fois, on approche quand même de savoir qui c'est qui va gagner, mais bon, Calamar Kiri va gagner de toute manière, je vous le sors. Là, la prochaine fois qu'on va se parler, que ce sera la prochaine émission, ce sera la partie 8, je crois, de l'émission, de cette histoire. On approche d'Halloween, et puis Halloween, on aura de nouvelles, de petites histoires originales que tout lire avait planquées dans sa niche. Bon, on en reparlera plus tard, et puis voilà, on approche de la fin de l'histoire de Stephen King. On verra ce qui va se passer dans la société dans les semaines qui vont venir. Bon, la prochaine histoire, la prochaine partie, pas histoire, devrait arriver dans pas longtemps, puisque bon, elle est déjà prête. Bon, après, je me dis que l'histoire d'Halloween aussi, enfin les histoires d'Halloween sont prêtes aussi. Mais bon, l'histoire de Noël, elle a pas encore, tout lire a pas encore commencé à la mâchouiller, donc voilà. Donc, si ça vous dit, un jour laissez des commentaires, mettez des pouces levés, pas de feu cul et pas de pouces vers le bas. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la troisième partie, on fait que dire ce qu'on pense. Peut-être qu'on a tort, on va savoir. Hein. Le monde est tellement bizarre, mais je crois de moins en moins aux humains. Donc voilà, c'est peut-être ça, peut-être que c'est à cause de ça que je vois tout en... Voilà. Allez, on va se laisser parce que bon, l'ordinateur vient de lâcher en batterie, donc j'ai dû le brancher. Là, je vais avoir quelques difficultés pour faire éteindre des trucs. Mais bon, allez, accrochez-vous bien pour Halloween. Si on, enfin non, logiquement, on aura fait une émission avant Halloween, donc ça va. Je me dis que logiquement, mais bon, écoutez bien ce que les gens vous disent. Enfin, n'écoutez pas. Vous pouvez écouter, mais ne croyez pas tout ce qu'on veut vous dire. Surtout, c'est ça. Vous pouvez écouter, surtout écoutez bien, comme des phrases comme si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre. Vous pouvez ce genre de phrases écouter, ou écouter le fait que Macron a accepté que tout le monde que Macron est un républicain en fait et que voilà quoi, les républicains arrivent tranquillement au pouvoir pour le prochain président. Bon, peut-être qu'on va se planter, hein, peut-être qu'en fin de compte, c'est Le Pen qui va gagner. Allez, salut à tous. La poule, dégage. Ouais, c'est ça. Ouais, tu dégages la poule. Oh. Tu dégages la poule. Tu dégages la poule. Aïe! Aïe, 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 aïe! Désolé, hein. Ça, c'était un bonus. Salutations!